Au sommaire de cette édition en religion en Côte d'Ivoire, le révérend Mathias Poda est le nouveau président de l'UPAC, l'Union des pasteurs de la commune de Koumassi. Actualité africaine, Soudan du Sud, plus de 6000 personnes réfugiées en Ouganda. Afrique du Sud, Jacob Zuma dénonce les manifestations racistes. L'actualité internationale, le référendum turc divise la diaspora de Belgique. Sport, Taekwondo Côte d'Ivoire, nouvelle médaille pour Cheikh Sissi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Merci encore de suivre le Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire, comme annoncé dans les titres. Le révérend Mathias Poda est le nouveau président de l'UPAC, l'Union des pasteurs de la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Il faut préciser qu'il a été investi officiellement le samedi 8 avril 2017 lors d'une cérémonie qui a vu une forte mobilisation du corps pastoral de la commune de Koumassi. Suivons ce reportage. Le corps pastoral de la commune de Koumassi à Abidjan s'est réuni le samedi 8 avril 2017 au ministère évangélique de la prière vivante à l'occasion de l'investiture du nouveau président de l'Union des pasteurs de Koumassi. L'union et la solidarité est nécessaire aux serviteurs de Dieu pour mener à bien leur ministère. Le pasteur Adebayo Adedimeji l'a encore rappelé dans son exhortation. Il a insisté sur l'importance du leadership dans l'œuvre de Dieu. Sometimes it may be difficult. Parfois ça peut être difficile. Child of God, enfant de Dieu, leader, he knows your heart. Il connaît ton cœur. When you follow from the heart, quand nous suivons de tout notre cœur, the Lord will bless us. Le Seigneur nous bénira. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. L'UPAC, l'Union des pasteurs de Koumassi, a été créée par le révérend Adi Raymond, qui en a été le premier président. Aujourd'hui, il cède la place au révérend Poda Mathias. C'est donc au révérend Adi Raymond qu'est revenu l'honneur d'investir le nouveau président de l'UPAC sous le regard des anciens et pères spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le révérend Poda Mathias et son bureau exécutif ont été oints et bénis par les anciens pasteurs et pères dans la foi à Koumassi. Dans son premier discours, le nouveau président de l'UPAC a remercié les autorités politiques et administratives tout en appelant le corps pastoral à l'unité. Vous savez, parlant d'unité, le diable n'est jamais d'accord. Mais Dieu, par sa grâce, avec l'aide des pères, tels que Papa Oku Gervais, Bishop Adebayo, et le révérend fondateur Adi Raymond, ensemble avec tous les pères du Koumassi, on a réussi à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il faut aussi dire qu'il y a encore d'autres pasteurs qui hésitent. Est-ce que c'est du sérieux? Nous allons aller vers ces pasteurs, ces servants de Dieu pour les ramener, pour qu'ensemble, on puisse être forts pour la mission que le Seigneur nous donne ici à Koumassi et au-delà même. Forte de plusieurs centaines de membres, l'UPAC entend renforcer son rôle d'interlocuteur pour les intérêts des pasteurs et serviteurs de Dieu dans la commune de Koumassi. Le nouveau président et son bureau exécutif sont ainsi investis pour un mandat de 2 ans. Toujours en religion en Côte d'Ivoire, un grand temps de délivrance a eu lieu ce samedi 9 avril 2017 dans la commune de Yopougon-Jesco, temps organisé par la mission prophétique délivrance dirigée par la prophétesse Sarah Koné. Seigneur, déchaîne-moi de la main de l'ennemi, tel était le thème de ce programme. Revenons ensemble sur les temps forts. Seigneur, déchaîne-moi de la main de l'ennemi pour entrer dans ta gloire. C'est le thème qui a couvert le grand programme de délivrance organisé par la mission prophétique Béthanie Délivrance à Yopougon-Jesco. En prélude à ce temps fort, le groupe musical a entraîné le peuple de Dieu dans une atmosphère de louange et de danse. La prophétesse Sarah, femme de feu et pleine d'onction, fait ensuite son entrée, soulevant une liesse populaire. Après s'être inclinée devant le trône, elle entame aussitôt le ministère de délivrance. On assiste ainsi à des séances phénoménales de libération pure et dure, mettant à nu toutes sortes d'esprits mauvais. Esprit de démon, je t'ordonne que tes péchés, quel est le nom puissant de Jésus. Tu dois s'affronter. L'esprit de Goliath, toi tu dois s'affronter. Amen. Tu viens contre moi de ta force, mais moi
Je ne peux pas te fouiller. La grâce arrêtée. Je ne peux pas ça. Je ne peux pas ça. Libérés et guéris instantanément, certaines personnes témoignent. C'est un mari de nuit qui me fatiguait. Mais aujourd'hui, je suis délivré des maris de nuit qui me fatiguent. Aujourd'hui, je peux parler sans même fournir beaucoup d'efforts. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Et comme pour attester de la puissance de Dieu agissant par le canal de sa servante, d'autres personnes, autrefois atteintes de folie et de cancer, viennent confirmer leur guérison. Selon la prophétesse Sarah, ce programme de délivrance lui a été inspiré par Dieu. Mon don que j'ai, c'est un don de délivrance. Et je suis un aigle. J'attends où le vent se lève. J'attends où mon père me dit lève-toi et vas-y. Et quand tu t'en vas, il t'accompagne. Avant de continuer de libérer les captifs, la servante de Dieu a revêtu sa toge sacerdotale. Moment solennel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu s'est une fois de plus manifesté au milieu de son peuple. La délégation ivoirienne ayant participé à l'édition 2017 de l'École internationale du ministère, en abrégé ASM, en Afrique du Sud, est de retour en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 6 avril 2017. Après s'être ressourcés auprès du pasteur Chris Oyakhilome, les membres de la délégation étaient très heureux de regagner Abidjan. Reportage. C'est dans une ambiance explosive que s'est faite le jeudi 6 avril 2017 l'arrivée de la délégation ivoirienne partie le 28 mars dernier en Afrique du Sud dans le cadre de ISM, entendez International School of Ministry. Pour rappel, ISM est une conférence annuelle de leaders initiée par le pasteur Chris Oyakhilome. Aussi, pétri d'une onction de joie après s'être abreuvé auprès de cet illustre serviteur de Dieu, certains membres de la délégation ont livré à chaud leurs émotions. Waouh. C'était fantastique, c'était glorieux, c'était un voyage de grande bénédiction. Nous voulons saluer tous les téléspectateurs de Béni TV. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes partis avec la grâce de Dieu à Johannesburg et nous sommes de retour. Nous avons été bénis, richement bénis par le pasteur Chris Oyakhilome. Nous avons été nourris par la parole. Nous avons été enrichis par les miracles, les prodiges que nous avons vus. Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Et nous voulons louer Dieu pour cette grande bénédiction à laquelle nous avons pris part à Johannesburg. Nous revenons ici en Côte d'Ivoire, chargés, restaurés, renouvelés, requinqués, remodelés, transformés. On a appris beaucoup du pasteur Christ. Voilà, comme j'ai eu l'habitude de dire, il faut apprendre au pied du maître. C'est un dévancier, c'est un éléphant de l'évangile. Alors il nous a impacté pour qu'en retour, on puisse venir impacter cette nation et les nations environnantes. Nous retrouvons enfin avec plaisir le vainqueur du concours Caïman biblique, M. Marc Nguessan, heureux bénéficiaire de ce voyage. Effectivement, je suis l'heureux gagnant du jeu Caïman biblique. Et grâce à la chaîne Béni TV, je me suis rendu en Afrique du Sud. Et je passais un moment merveilleux avec le pasteur Chris Oyakhilome. Ça a été un moment époustouflant. Je n'ai jamais vu des choses comme ça dans ma vie. Et ça a été un moment merveilleux. Et ça a impacté ma vie. ISM 2017, c'est terminé. Vive ISM 2018 pour que vive une église de leaders forts. La mission évangélique Dieu est bon, en abrégé MEDEB, le mouvement d'évangélisation pour le réveil mondial, ont organisé du vendredi 7 au samedi 8 avril 2017 une croisade d'évangélisation plénière intitulée Tout Koumassi pour Christ. Jean Jaurès Tabi et Honorine Adam vous offrent un compte rendu de la première journée de ce grand programme d'évangélisation. Gagner tout Koumassi à Jésus-Christ afin de faire reculer les frontières du royaume des ténèbres. Tel est l'objectif de cette croisade d'évangélisation initiée par la mission évangélique Dieu est bon MEDEB et le mouvement d'évangélisation pour le réveil mondial. Pour préparer le peuple venu en masse au petit terrain du quartier campement de Koumassi à la visitation de Dieu, l'évangéliste Lambert Affian a conduit un temps de prière. Dans ce programme, au nom de Jésus,
Le groupe musical a ensuite plongé tout ce beau monde dans la louange. Et comme le roi David, chacun y est allé de ses pas de danse, même les populations riveraines. Placé sous le thème « J'ai entendu les cris de mon peuple », cette croisade d'évangélisation vise à présenter Jésus-Christ comme l'ultime recours. C'est d'ailleurs ce message qui a été véhiculé par l'évangéliste Païbé Serge Darius, le pasteur principal de la MEDEB. Dieu a besoin de toi. Tu es fatigué. Il veut de toi. Tu as fait toutes les études, les diplômes sont dans la valise. Aucun service sur la terre, en Côte d'Ivoire, ne veut te prendre. Tu es fatigué. Dieu a besoin de toi. Il y a longtemps, tu as le passeport, tu veux voyager. Mais c'est rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Jusqu'à le passeport est périmé. Le passeport est périmé. Et tu as refait encore, on te donne encore rendez-vous. Tu es fatigué, mon frère. Si tu es là ce soir, je connais quelqu'un. Il s'appelle l'Éternel des armées. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur frère, il a changé ma vie, il va changer ta vie. Ce message a introduit le temps de prière et de ministère du prophète Baudouin Abois, le fondateur du mouvement d'évangélisation pour le réveil mondial. Après avoir confié à Dieu toutes les personnes qui ont décidé de marcher avec Jésus-Christ, le serviteur de Dieu a exercé le ministère de la délivrance et de la prophétie. Un moment de grande manifestation du Saint-Esprit. Pour la prophétesse Maman Nda Honorine, fondatrice de la MEDEB, cette première soirée de croisade a répondu aux attentes. Et dans des cris de victoire, le peuple s'est donné rendez-vous le lendemain, samedi 8 avril 2017, pour la seconde journée de ce programme. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine avec le Mali qui a un nouveau Premier ministre. Abdoulaye Idrissa Maïga succède à Modibo Keïta. Après la démission du précédent gouvernement, le chef de l'État malien a confié la formation du nouveau gouvernement à un membre influent de son parti. Nommé par décret numéro 2015-003-PRM du 8 janvier 2015, Modibo Keïta a rendu le tablier ce vendredi 7 avril 2017, après 2 ans de bons et loyaux services à la nation malienne. Pour lui succéder, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a porté son choix sur Abdoulaye Idrissa Maïga, vice-président du parti présidentiel. C'est le 4e premier ministre du président Ibeka depuis son arrivée au pouvoir le 4 septembre 2013. Je suis animé d'un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction par rapport à la nomination d'un camarade, un frère et un vice-président du parti à la tête du gouvernement du Mali. Abdoulaye Idrissa, Premier ministre, je crois que tous les militants, où qu'ils soient, aujourd'hui sont contents. Donc, à travers ça, nous remercions le président de la République qui vient d'honorer l'un de nos camarades et qui vient de prendre dans la majorité présidentielle. Donc, c'est l'une des rares fois où aujourd'hui le président songe à le faire. Au lendemain de sa nomination, Abdoulaye Idrissa Maïga a tenu à rencontrer les membres de son parti, le RPM, mais aussi les partis de l'opposition politique. Le chef de file de l'opposition espère qu'il mettra les intérêts du Mali avant le parti. Maintenant, nous jugerons son action à l'aune de 2 choses. Quel programme il va proposer et à l'aune de l'équipe qu'il va mettre en place. Nous espérons que ce ne sera pas une équipe que politique, où le sens du parti majoritaire va prendre tout son poids. Nous savons la guerre des clans qu'il y a au RPM. Nous savons aussi que M. le Premier ministre était plutôt un directeur de campagne. Les élections approchent. Nous allons le juger à l'aune du gouvernement qui sera mis en place et de la place. La formation d'un nouveau gouvernement au Mali est attendue dans les prochaines heures. On annonce des départs, mais aussi des grands changements dans le nouvel attelage gouvernemental. Direction à présent le Soudan du Sud, où les populations continuent de fuir les violences dans leur pays. 6 000 d'entre eux ont trouvé refuge dans le district ougandais de Lamwo après une attaque sur la ville de Pajok.
Le drame humanitaire au Soudan du Sud ne cesse de prendre des proportions régionales. Suite à la récente attaque sur la ville de Pajok, plus de 6000 Sud-Soudanais, pour la plupart des femmes et des enfants, se sont enfuis vers le district de Lamwo au nord de l'Ouganda, portant ainsi à plus de 830 000 le nombre total de réfugiés sud-soudanais dans ce pays. Ces réfugiés apeurés et traumatisés par la hantise de l'insécurité ont été témoins d'agressions et de meurtres de leurs proches. À l'image de Lucie, qui, pour échapper à un cruel destin, a dû marcher pendant 2 jours. Les soldats pillaient, cassant les portes et frappant les gens. Ils vous arrêtent et vous demandent de leur montrer où sont les rebelles. Mais quand vous leur dites que vous ne savez pas, ils vous battent. Ils ont tué des gens, raconte-t-elle. Les personnes âgées et handicapées qui ne pouvaient pas courir ont été tuées. D'après le HCR, beaucoup se cachent encore dans la brousse, essayant de trouver une issue vers l'Ouganda. Parallèlement, des maisons et des propriétés ont été pillées et brûlées. L'Ouganda se trouve désormais au bout de ses capacités. Et pour les spécialistes, cette région est devenue le théâtre de l'une des plus grandes crises de réfugiés au monde. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'un abri, nous avons besoin de soins médicaux, nous avons besoin de nourriture et de régler ces problèmes de protection de l'enfance. Il est à noter que seulement 11% des fonds nécessaires au HCR et aux partenaires pour endiguer cette crise ont été reçus jusqu'ici. Le Soudan du Sud est en proie à des conflits entre partisans du président Salva Kiir et de l'ancien vice-président Riek Machar, sur fond de tensions ethniques. En République démocratique du Congo, la nomination du nouveau Premier ministre a provoqué une vive polémique qui dépasse les frontières de ce pays. Il faut préciser que la communauté internationale a appelé à une mise en œuvre intégrale de l'accord de paix. Déjà contestée par l'opposition congolaise, la nomination du nouveau Premier ministre en RDC n'est pas aussi du goût de la communauté internationale. La MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a déclaré, je cite, « Il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord de paix du 31 décembre sur la facilitation de la CENCO ». Le représentant du secrétaire général des Nations Unies prend cependant note de la désignation du nouveau chef du gouvernement congolais. La représentation de l'Union européenne à Kinshasa, la capitale, a dénoncé une désignation qui a fait fi de l'esprit et de la lettre de l'accord du 31 décembre conclu au forceps sous l'égide de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Dans une déclaration publiée dimanche à Kinshasa, la délégation de l'Union européenne a fait part de son inquiétude au regard de cette nomination qui, à ses yeux, manque de consensus. Devant ce qui s'apparente à un nouvel obstacle dans la sortie de crise en RDC, l'Union européenne appelle au respect de la résolution 2348 adoptée récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce texte demande à l'ensemble des acteurs impliqués dans la crise congolaise l'application sans réserve de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'ancienne puissance colonisatrice est montée aussi au créneau. La Belgique, par la voix de son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a fait savoir qu'elle est préoccupée par le fait que les autorités de la transition ne disposent pas du large soutien nécessaire. Comme annoncé dans les titres, le président sud-africain contre-attaque après une semaine de mobilisation contre sa politique. Jacob Zuma a dénoncé le caractère raciste des manifestations qui réclament sa démission. Le président sud-africain contre-attaque après une semaine de mobilisation contre sa politique. À l'occasion d'un hommage ce lundi à Chris Hani, un héros de la lutte anti-apartheid assassiné en 1991, Jacob Zuma a dénoncé le caractère raciste des manifestations qui réclament sa démission. Les marches qui ont été organisées la semaine dernière montrent que le racisme est réel et qu'il existe dans notre pays, a regretté le chef de l'État. Plusieurs panneaux représentaient des opinions que l'on croyait disparues en 1994 à la fin de l'apartheid, certains dépeignant même les Noirs comme des babouins. Les déclarations de Jacob Zuma interviennent à la suite d'une sortie vendredi de sa ministre de la fonction publique. Faith Moutambi avait elle aussi mis en garde contre des manifestations conduites par des groupes de pression blancs, soucieux de conserver leurs avantages économiques et financiers. Un argument repris par la COSATU qui regroupe les principaux syndicats du pays. La puissante confédération syndicale proche de l'ANC a pourtant demandé la démission du président Zuma la semaine dernière. Mais elle exclut toute idée de s'allier avec les responsables de la campagne CF South Africa qui organise l'essentiel des manifestations depuis le dernier remaniement qui a débarqué l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan. À présent au Libéria, revenons sur le parcours des survivants d'Ebola. L'épidémie d'Ebola a fait 11 310 victimes en Afrique de l'Ouest. Les survivants
sont stigmatisés par le virus qui est très souvent mis à l'écart par leur communauté. Une situation qui dénonce diverses organisations humanitaires. Suivons ce reportage. Ils sont plus de 1500 survivants du virus Ebola enregistrés au Libéria, d'après le ministère de la Santé. Cependant, après avoir survécu à cette bataille contre le virus, qui leur a pour la plupart laissé des séquelles physiques, ils doivent désormais faire face à une autre bataille, cette fois psychologique. En effet, bien que l'on ait déclaré l'Afrique de l'Ouest débarrassée du virus Ebola il y a presque un an, les survivants de la maladie font toujours face à des défis significatifs, notamment la stigmatisation. Parfois, quand je pense à ce qui m'est arrivé, je pense à ma famille qui s'est éloignée de moi par la suite, je me sens découragé parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas travailler. Même le logement que je louais avant, j'ai dû le laisser à cause du stigma. Les gens parlaient de moi, ils se moquaient des gens atteints d'Ebola. Ceci m'a poussé à quitter ma communauté. Plusieurs organisations humanitaires essaient de venir en aide aux survivants, parmi elles l'ONG Samaritan's Purse. L'organisation subventionne des soins médicaux pour des survivants dans le nord du Libéria. Cependant, ses ressources sont limitées et elle dispose uniquement d'un psychologue pour s'occuper des centaines de survivants victimes de traumatismes. Ce n'est pas suffisant. Actuellement, les survivants sont d'une façon ou d'une autre rejetés de la communauté. Le traumatisme des survivants est un problème majeur. Malheureusement, changer n'est pas une chose soudaine, c'est un processus graduel. Le Libéria essaye de se remettre sur pied depuis que la fin de l'épidémie a été déclarée dans le pays il y a un an. Sur le plan économique et social, le pays a considérablement été impacté. Nombreux sont ceux qui espèrent que les prochaines élections présidentielles prévues fin 2017 soient le signe d'un nouveau départ. En Somalie, le Croissant Rouge turc a intensifié son aide dans ce pays pour faire face à la grave famine qui sévit dans ce pays depuis plusieurs moments. Selon les Nations Unies, 20 millions d'habitants de 3 pays d'Afrique et aussi du Yémen sont menacés par la famine. Baidoa, sud-ouest de la Somalie. Ils ont marché pendant des jours sous un soleil de plomb pour atteindre ce camp. Tente de fortune, riz et surtout de l'eau. Des besoins vitaux à soulager. Rahmo a donné naissance à son bébé ici il y a 2 jours. Je viens d'un village appelé Chabela. Nous avons quitté notre maison à cause de la sécheresse. Nous sommes venus parce que nous avions trop faim. Pour les Somaliens, le souvenir de la famine de 2011, qui avait fait 260 000 morts, est toujours vivace. Mais cette année, les experts redoutent que le bilan soit encore plus lourd, car de mauvaises récoltes, combinées à un manque de pluie, ont considérablement diminué les réserves. De plus, le choléra menace les populations affaiblies. Dans la capitale Mogadiscio, de nouveaux déplacés arrivent chaque jour dans les camps. Nous sommes partis, car il n'y a plus d'eau du tout. L'ONU met en garde contre la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La Turquie, qui aide la Somalie depuis 2011, a décidé de mettre la main à la poche. 70 000 tonnes d'aide ont été envoyées ici par le Croissant Rouge turc et Turkish Airlines est la seule compagnie à desservir Mogadiscio. Ankara est un des principaux bailleurs de fonds du pays ravagé par la guerre et plus de 15 accords bilatéraux ont été signés. Et la Turquie ne s'arrête pas là. Au Croissant Rouge turc, nous ne travaillons pas seulement pour la Somalie. Nous avons aussi lancé une campagne pour le Yémen et le Soudan du Sud, car toute l'Afrique de l'Est est impactée et a besoin d'aide. Rien qu'en Somalie, on estime que la moitié de la population, soit 3 millions d'habitants, a besoin d'une aide alimentaire d'urgence aujourd'hui. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité internationale. Le nombre d'exécutions a baissé dans le monde en 2017, mais selon Amnesty International, la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont les pays qui pratiquent le plus la peine de mort. En 2016, le nombre de peines de mort pratiquées dans le monde a baissé selon Amnesty International. À ce palmarès morbide, c'est la Chine qui termine loin devant. Deuxième au podium, l'Iran, suivi par l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Pakistan. Ces 4 derniers pays recensent à eux seuls 87% des peines capitales. Mais cette tendance à la baisse reste très relative. Des milliers d'exécutions secrètes auraient eu lieu en Chine, selon Amnesty International. Ce que nous demandons au gouvernement chinois est très simple, explique cet expert. C'est de publier toutes les informations dont il dispose sur la peine de mort, comme les Nations Unies le réclament depuis 40 ans.
Mais les Chinois l'ont déjà dit, ils veulent mettre fin aux chiffres secrets et veulent publier des documents officiels. Les États-Unis restent un cas à part. Pour la première fois depuis 2006, le pays ne fait plus partie du top 5. Il est désormais au 7e rang avec 20 exécutions l'an dernier, soit le chiffre le plus faible enregistré depuis 1991. Globalement, Amnesty a totalisé 1032 exécutions dans 23 pays. Nous terminons ce journal avec du sport, précisément du taekwondo. Comme annoncé dans les titres, le récent champion olympique, l'Ivoirien Cissé Cheick, a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès. Le jeune taekwondoïne a remporté le tournoi des moins de 80 kg lors de la President's Cup au Maroc. Suivons. Après son sacre historique aux Jeux Olympiques de Rio, Cheick Cissé a remporté une nouvelle médaille d'or lors de la President's Cup à Agadir au Maroc. Ce dimanche 9 avril 2017, celui qui a été le premier Ivoirien à remporter une médaille d'or a réussi à s'imposer dans la catégorie des moins de 80 kg. L'exploit était ambitieux car c'est toujours plus difficile de rester champion que de le devenir. C'est pourquoi, dès mon retour des Jeux Olympiques, j'ai redoublé d'efforts à chaque seconde d'entraînement. Que ce triomphe serve à la jeunesse et inspire les générations futures dans la réalisation de leurs rêves. Originaire du quartier populaire de Koumassi, le champion de 23 ans mène une carrière de sportif de haut niveau et ses études à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Triple champion d'Afrique, vice-champion du monde universitaire, vice-champion du monde par équipe, il est devenu le 19 août le premier et unique champion olympique de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un exploit qu'il a donc confirmé au Maroc et qui le rapproche de son rêve d'obtenir une autre médaille d'or lors des Jeux Olympiques de 2020. Ça reste un tournoi régional. Il y a encore 4 ans, et en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est à lui de continuer de travailler, continuer d'être sérieux, et de continuer justement de participer à ce genre de tournoi. Et il va emmagasiner de l'expérience, il va emmagasiner des connaissances pour pouvoir défendre valablement son titre en 2020. Lors de cette rencontre, Cheick Cissé n'a pas été le seul Ivoirien à remporter une médaille. En effet, Ruth Bagby, qui avait décroché la médaille de bronze au JO de Rio, a aussi remporté une médaille d'or à Agadir. La President's Cup d'Agadir est une rencontre organisée par la Fédération royale marocaine de taekwondo. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Benin TV. Bonne suite du programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.